Rendez-vous en ce mardi matin bien ensoleillé à Paris, si vous êtes à Paris. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en bas à droite. Vous pourrez poser toutes vos questions à travers le chat. Euh, le principe, c'est qu'on va attendre 2-3 minutes que les retardataires se connectent, mais pas plus. On terminera à l'heure, c'est-à-dire 9h45. Euh, N'hésitez pas tout au long de la présentation à échanger, poser des questions. Merci Florence. À échanger, poser des questions. J'y répondrai directement ou à la fin. Et puis s'il y a des points que je n'aborde pas ou des points que vous voulez creuser, vous avez en haut sur votre écran un bouton pour prendre un rendez-vous, pour prolonger cet échange au téléphone sur un point en particulier par rapport à un projet, par rapport à un souci, par rapport à une question, je ne sais pas quoi encore. Voilà, il est 9h01. Généralement, comme je dis toujours, je démarre plutôt à 9h04. Ne me demandez pas pourquoi. Mais juste que voilà, tout le monde soit connecté, sachant que souvent les premières slides sont aussi importantes que les dernières pour bien fixer le cadre, puisque on va traiter aujourd'hui la notion de potager, plutôt potager en entreprise, ce qui n'empêchera pas de voir d'autres formes de potager. Et c'est un sujet où on pourrait passer avec grand plaisir la journée ensemble, mais je pense que vous avez aussi d'autres obligations et préoccupations et lourdes tâches à effectuer. Donc on va prendre 45 minutes pour se faire plaisir aussi autour du potager sur son lieu de travail, du potager sur ses lieux de vie, qui pour nous, chez Corporate Garden, sont des choses qui deviennent de plus en plus essentielles au bien-être individuel et collectif. Voilà, il est 9h02. On va encore attendre quelques petites minutes. Je regarde si mes slides sont bien fixés. Hop. Voilà, tout me paraît très bien. Voilà, une nouvelle personne arrive, c'est parfait. Donc pour les personnes qui nous ont rejointes, n'hésitez pas en bas à droite à poser des questions ou émettre une idée, et j'essaierai au fil du déroulé à vous répondre, ou en tout cas à donner un point de vue. Et puis si vous voulez prolonger cet échange, vous avez un bouton en haut, un bouton rouge, je pense, sur votre écran, pour prolonger dans le cas d'un rendez-vous téléphonique sur un sujet en particulier, parce que quand on traite de la notion de potager, il y a beaucoup de manières de l'aborder. On n'aura pas ici évidemment une approche scientifique ou agronomique, parce que je ne pense pas que vous soyez connectés pour cela, mais plus le sens et la manière de faire pour implémenter un potager dans son entreprise ou dans d'autres formes d'organisation, bien entendu. Voilà, il est 9h04, donc je vous propose de démarrer pour rester dans ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire terminer à 9h45. Alors on y va, si vous le voulez bien. Avec cette première slide, pour moi, quand j'avais créé Corporate Garden il y a quelques années, j'avais eu une approche plus conceptuelle sur la nécessité de recréer du lien entre la nature et l'homme sur son lieu de travail, sur ses lieux de vie. Cette préoccupation, je l'ai bien entendu toujours, et ça reste un objectif majeur, mais aujourd'hui, de manière plus concrète, la notion de potager s'impose un petit peu à nous parce que, un, tout le monde sait ce que ça veut dire, deux, c'est un mot qui est connoté extrêmement positivement, et trois, il y a une envie, que ce soit à titre particulier, collectif, en entreprise, dans une ville, dans une clinique, de se poser la question de l'intérêt que cela peut porter pour les usagers, si je puis dire.
Et ce qui est intéressant dans la notion de potager, de mon point de vue, c'est que c'est une manière d'entrer en relation avec la nature, puisque quand vous avez un potager, aussi petit soit-il, il faut y prêter attention, et le potager est vivant, de la graine à l'assiette, par rapport au développement, à la croissance, aux conditions météorologiques, à la pollinisation, il y a les insectes, etc., etc. Donc il y a tout un concentré, un condensé de ce que la nature à travers ce potager, et avec bien entendu les bénéfices ultimes qui est que cueillir ses radis, ses tomates ou autres légumes ou fruits, ça fait toujours plaisir, de 7 à 77 ans. Donc pour moi, le potager est un fil vert. Alors, on va regarder 2-3 points sur qu'est-ce que c'est qu'un potager, la diversité, comment on gère et pourquoi aménager un potager. Parce qu'en fait, le potager, c'est quelque chose qui aujourd'hui est le mot le plus commun, mais qui recouvre un certain nombre de réalités. Bien sûr, à l'origine, rappelez-vous le Jardin d'Éden, où déjà la notion comestible de la nature était mise en scène, et puis il y a eu le développement, notamment dans les monastères, avec la notion de jardin partagé, aussi jardin ouvrier, qui avait été créé par un abbé. Et puis, le potager, c'est un petit peu échappé par la mécanisation des techniques agricoles, et puis est revenu plus récemment. Et aujourd'hui, et nous sommes en plein dans la saison des potagers, de l'activité majeure des potagers, en mois de mai au mois de juin. C'est une manière, au-delà du carré, au-delà de l'espace en pleine terre ou autre format, c'est un symbole de vivre mieux, un symbole de prendre du temps, un symbole de remaîtriser un peu son alimentation, avec tout le côté local et sain. Donc il y a bien d'autres valeurs qui sont connotées par cette notion de potager aujourd'hui. Sur cette image, que vous devez voir en grand, je pense, sur votre écran, vous voyez la diversité de la notion de potager. Donc il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et toutes les bourses, si je puis dire. Vous avez en haut, vous voyez, un mandala. Hein, là, on est plus dans un potager spirituel, mais ça donne des choses extrêmement jolies. Vous avez des potagers à la française, vous avez des potagers sur des bacs, etc., etc. Donc on peut aujourd'hui, quand on parle potager et qu'on n'en a jamais qu'on n'a jamais pratiqué cette notion de potager et autres, il y a, faut démystifier, ça peut être extrêmement simple, mais ça peut être aussi beaucoup plus sophistiqué. Ce qui est intéressant, si on part de l'amont, c'est que c'est très pédagogique d'installer un potager. Alors, je ne parle pas de mettre quelques aromatiques ou petites plantes de tomates cerises sur son balcon quand on en a un, ou au bord de sa fenêtre, mais d'un projet un peu plus ambitieux, quand c'est possible, bien entendu. Mais il existe pour ça d'ailleurs des jardins familiaux et des jardins partagés dans de plus en plus de villes en France. Mais il faut déjà comprendre l'endroit où on le met. Il faut, et notamment quand on va rentrer sur des notions de potager en entreprise, dans des potagers plus collectifs, qu'est-ce qu'on veut faire? À quoi il va servir ce potager? Et puis ça donne aussi une dimension participative, et ça aussi qui est intéressant. Hein, moi j'aime bien parler de potager comme projet végétal d'une organisation. Il faut le dessiner, il faut identifier les cultures que l'on veut planter, et puis on va de la monge comme ça jusqu'à l'aval, où on finit par mettre les mains dans la terre, et il y a tout le côté sensitif de mettre les mains dans la terre, il y a le côté partage avec les autres, et puis il y a l'entretien et donc la vie. Donc on est une démarche un peu spirituelle, intellectuelle, si je peux me permettre, jusqu'à une démarche extrêmement terrienne et pragmatique, et c'est ça aussi tous les bénéfices de la notion de potager. Cette image, c'est un petit schéma que l'on fait quelquefois. Là, celui-là est théorique, mais il pourrait s'adapter en fonction de l'espace, pour structurer aussi
hein. C'est-à-dire qu'en fait, la nature, c'est quand même un écosystème qui est extrêmement pertinent, plein de bon sens et plein d'intelligence. Et quand on crée un potager, il faut essayer de favoriser, de reproduire de manière naturelle tous ces équilibres. Alors, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut travailler sur la diversité des productions, il faut intégrer le potager dans un espace soumis à l'exposition au soleil, soumis au courant d'air. Il faut favoriser la vie des insectes pour favoriser la pollinisation et donc les fruits et ce qu'on pourra avoir dans notre assiette. Et puis c'est bien d'essayer de travailler, pas forcément toujours dans une démarche de permaculture, ça c'est un autre sujet, mais dans une démarche complète où j'ai coutume à dire on redonne à la terre ce qu'elle nous a donné. C'est le principe du compostage notamment. Alors, hop, hop. Excusez-moi, voilà. Alors, différentes formes de potager. Nous, on aime bien, chez Corporate Garden et Rubus, faire des potagers en mandala parce qu'au-delà de l'esthétisme, il y a tout un sens. Et puis, on peut, au centre, y mettre un symbole, un totem. C'est extrêmement simple. C'est plus difficile à créer au début, mais une fois que les buts sont créés, la circulation, l'organisation même des cultures, la rotation des cultures est extrêmement simple. Et on a comme ça un bel espace plus je dirais, plus harmonieux que ces carrés parfois un peu froids, mais c'est un goût personnel. Voilà par exemple un projet sur lequel nous avons travaillé pour une ville où tous les petits rectangles que vous voyez, ce sont des parcelles dédiées à une famille. Et puis quelques espaces communs, notamment le mandala, pour y mener des ateliers formés. Parce que je pense que c'est très important quand on rentre dans une démarche de potager, d'acquérir et de profiter de l'expérience des autres. Alors ça c'est vrai à titre particulier par rapport à ses voisins ou par rapport à un jardin partagé, mais c'est aussi vrai en entreprise. À chaque fois qu'on met en place un atelier, eh bien, il y a à la fois transmettre notre savoir et faire participer, et puis favoriser les échanges entre celles et ceux qui participent à l'atelier, qui ne se connaissent pas forcément dans l'entreprise, mais qui, par la terre, par la nature, vont s'enrichir mutuellement. Alors la diversité, on va passer assez vite. Celles et ceux qui souhaiteraient avoir la présentation, vous me le demandez sur le chat et je vous l'enverrai bien entendu avec plaisir. Ce que je disais aussi en introduction, il y a plein, et c'est important de bien définir en amont ce que l'on veut faire, notamment par rapport à une entreprise. Vous avez des potagers qui ont une fonction nourricière, voire tendre vers l'autonomie alimentaire. Vous avez des potagers plus d'agrément, de ludique. Vous avez des jardins comestibles. On entend par jardin comestible une sorte de conjugaison entre une nature décorative, ornementale et une nourricière. Vous avez des potagers pédagogiques, notamment dans des écoles. Vous avez des jardins thérapeutiques, vous avez des jardins partagés ou familiaux, etc., etc. Donc on voit bien que sur la dénomination de cette notion de potager, on peut la décliner en fonction des publics auxquels on s'adresse et du sens que l'on veut donner à la création du potager. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas considérer le potager comme un fournisseur de fruits et de légumes, mais comme un ami, un allié avec lequel on vit dans le respect de la nature et le respect des comportements de la faune et de la flore. Alors ça, c'est des exemples quand on veut être très productif. Là, on est plus dans l'agrément, dans une résidence principale ou secondaire, je ne sais pas, avec des bacs. Ici, on est plus dans le jardin un peu à la française, mais dans lequel il y a là ce que je vous disais, à la fois le côté décoratif et le côté
nourriciers. Là, c'est un atelier que nous menons, par exemple, ça c'est à Saint-Germain-en-Laye, dans une pépinière de start-up, où régulièrement, le samedi, à l'heure du déjeuner, on monte des potagers pour apprendre les gestes tout au fil des saisons. Ça, c'est aussi important, la notion de saison dans le potager, c'est que ça permet de vivre avec la nature au rythme des saisons, même si aujourd'hui, nous construisons et nous entretenons des potagers à l'année, y compris en décembre, en janvier, en février. Mais c'est important de voir et c'est important parce qu'au-delà de l'aspect pratique, les mains dans la terre, expliquer le temps de germination, expliquer les moments où on peut semer, les moments où on peut repiquer, les moments, sans rentrer du tout dans la technique, mais ça relativise un petit peu notre époque qui a toujours tendance à aller plus vite que plus vite. Et je ne vous cache pas que quelquefois, vraiment je ne le dis pas, mais quelquefois on a eu des demandes de potager dans des entreprises où on devait livrer un potager qui marchait déjà. C'est-à-dire qu'on l'aurait planté ailleurs pendant tout l'hiver avec une consommation d'énergie irresponsable pour livrer des tomates qui, dès le mois de mai, étaient consommables. Évidemment, ce sont des choses que nous refusons, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais voilà, c'est toute une démarche éducative derrière cette notion de potager. Jardin thérapeutique, ça c'est quelque chose de plus récent pour nous, où on a plutôt répondu à des sollicitations et qui ont double fonction. Aujourd'hui, c'est à la fois un jardin qui peut être un jardin de bien-être pour le personnel de la clinique ou pour le personnel de l'hôpital ou voire d'un EHPAD. Et puis un deuxième usage qui est bien sûr pour les patients et notamment dans les notions de rééducation physique, voire quand il y a d'autres troubles, notamment des troubles cognitifs et autres. Je ne vais pas rentrer, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, plus dans le détail. Et donc ça permet de créer une balade très sensorielle où on peut justement utiliser la nature pour apprendre à réapprendre à marcher, à bouger un membre, à reconnaître les couleurs, les sons, les odeurs. Et là, on est dans l'explosion de l'ensemble de ce que la nature peut nous apporter à des fins thérapeutiques. Et là, on est dans une forme de communion et d'harmonie parfaite entre l'homme et la nature. Les jardins partagés, c'est quelque chose aussi aujourd'hui qui monte en puissance. J'étais hier soir dans une petite commune d'Île-de-France, avec un groupe de travail qui est en train de développer, en tout cas qui cherche à développer sur sa commune, la mise à disposition des petits espaces à des fins potagères. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours existé, mais on sent, enfin, en tout cas, c'est un point de vue, on sent que les villes, les municipalités ont envie de reprendre un petit peu la main et ces jardins ouvriers que vous voyez tous autour de vous hier, aujourd'hui et demain, qui parfois étaient un peu abandonnés, si je peux me permettre, par la commune et donc livrés à celles et ceux qui occupent l'espace depuis un certain temps. Ils ont envie aujourd'hui de redynamiser un peu ces jardins partagés et ou familiaux, hein. C'est pas tout à fait la même chose, à des fins justement de faire participer plus de personnes, de former, de transmettre un savoir pour favoriser la vie ensemble dans une commune. Ça, c'est un sujet, je trouve, assez intéressant. Juste pour celles ou ceux que ça pourrait intéresser, la différence entre jardin partagé et jardin familial. Un jardin familial, je ne sais pas si le nom est totalement juste, mais c'est aujourd'hui le nom usuel, c'est la mairie qui octroie des parcelles, moyennant un petit loyer annuel, peut-être 100 €, des choses comme ça, ou parfois pas, à un lot à une personne ou à sa famille. Le jardin partagé, c'est un espace commun où, ensemble, on élabore un plan de culture et on s'en occupe. Mais la parcelle appartient entre guillemets, à toutes celles et ceux qui mettent la main à la pâte. Ce qui est important aussi aujourd'hui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une grande diversité aussi
de format. Dans l'imaginaire du potager, on est en pleine terre, à la campagne. Aujourd'hui, on vit de plus en plus en ville. Les urbaines et les urbains ont soif de nature. Je pense que l'expérience Covid, qui n'a pas eu que des aspects positifs, loin de là, mais a au moins eu cet aspect de se poser un peu, parce qu'on était tous confinés à la maison, et de sentir finalement ce besoin de se reconnecter à la nature. Rappelez-vous, pour les Parisiennes et les Parisiens, le premier week-end de mai ou de juin en 2020, tout le monde s'est précipité dans les forêts, dans les champs autour de Paris, avec des embouteillages et une production de CO2 formidable, mais c'était plus fort que nous, il fallait qu'on retrouve du contact avec la terre. Mais aujourd'hui, on sait que, notamment en Île-de-France, beaucoup de terres sont polluées, que dépolluer une terre, c'est très coûteux. Donc, les bacs sont intéressants. Les bacs aussi permettent d'accéder plus facilement à ces cultures. Des bacs qui font, mettons, 60 cm, pour celles et ceux qui prennent de l'expérience, c'est moins fatigant. On peut se lancer dans la notion de permaculture avec la notion de ses buts pour favoriser la biodiversité et puis avoir un mode de culture extrêmement éthique. Et puis, on pratique aussi la notion d'aquaponie. L'aquaponie, pour celles et ceux que cela ne qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, c'est la conjugaison entre des poissons dans les aquariums qui vont aller nourrir des plantes, et les plantes vont aller redonner l'eau propre aux poissons. Donc, c'est des choses que l'on fait aussi, mais dans une logique d'aquaponie d'intérieur qu'on installe dans des entreprises pour donner une vision innovante de la nature et faire du bien et agir sur la qualité de vie au travail. Mais aujourd'hui, vous avez de plus en plus de projets qui sont plutôt des projets tests de produire à la fois des truites et des tomates sur un même espace. Ce qui est intéressant, c'est que l'aquaponie est un cercle vertueux qui consomme beaucoup moins d'eau et sans intrants chimiques, sinon les poissons ne résisteraient pas. Et puis l'hydroponie, vous savez, c'est cette culture qu'on voit fleurir sur les toits, et pas toujours, souvent les cultures verticales, ce qui fait que quand on est dans des zones urbaines où le foncier est contraint, ça permet de produire sans prendre trop de place, culture à base d'eau. Alors après, il y aura toujours un débat sans fin, et je ne vais pas le lancer maintenant. Est-ce qu'une tomate cultivée en hydroponie est meilleure ou moins bonne qu'une tomate cultivée en pleine terre? Selon d'où vous venez et votre expérience en la matière, c'est un débat sans fin. Même si aujourd'hui, ces techniques d'aquaponie, d'hydroponie se développent fortement. Ce qui est intéressant aussi, par exemple cet après-midi, ce soir, on a créé un petit potager sur une terrasse à Paris pour une entreprise. C'est une entreprise dans l'univers du numérique, donc avec des collaborateurs qui ont plutôt moins de 25 ans. Et donc, on va mener pendant les 6 mois qui viennent un atelier mensuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne se limite pas uniquement à apprendre à faire un semis ou repiquer, mais le sol, par exemple. Le sol, c'est un univers extrêmement complexe et passionnant. Je travaille avec un agronome notamment qui est très expert en connaissance du sol. Il vous tient pendant 2 heures, vous ne branchez pas et vous écoutez la vie formidable du sol qui est l'essence même de ce qu'on va, qui est à la source même de ce qu'on va déguster. Après, on peut travailler sur la notion de culture, les rotations, les associations. On peut travailler sur la place, le rôle du potager par rapport à la biodiversité urbaine. Alors parfois, ça nous est arrivé l'autre jour, on est tombé sur une entreprise qui voulait un potager sur leur terrasse, mais pas de lavande pour ne pas attirer les abeilles, pas d'arbustes mellifères pour ne pas attirer les insectes, pas de grosses tomates pour que les merles viennent les manger. Donc ils voulaient un potager minéral. C'était une prouesse. On verra dans la durée comment ça fonctionne. J'espère surtout les convaincre de s'ouvrir un peu plus. Et puis, problématique aujourd'hui de plus en plus importante, c'est bien entendu, c'est la gestion de l'eau dans un potager. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'arroser sans compter, ce qui est contraire d'ailleurs au principe même
de la nature, puisque la nature, il pleut pas. Et donc, il y a différentes manières de faire, à commencer par essayer de consommer moins d'eau, c'est-à-dire de bien pailler, de faire un certain nombre de choses autour des cultures, et puis travailler sur la récupération de l'eau, etc., etc. On pourrait en parler longuement, mais je ne vais pas entrer dans la technique. Donc le travail du sol, ça c'est très important. Par exemple, demain matin, on va dans une école dans les Yvelines, où il y a 10 bacs potagers qui ont été faits à même le sol pour des maternelles et des classes élémentaires. Et le premier travail qu'on leur fait faire demain, c'est de travailler le sol. C'est-à-dire qu'ils vont enlever les mauvaises herbes qui ont déjà poussé, ils vont mettre leurs petits doigts avec leur griffoir pour aérer, décompacter. On va aller chercher, il y a un compost à côté où on va aller apporter un petit peu de compost, et puis on va compléter avec de la terre végétale, et puis on va pailler de manière à préparer le sol pour que la semaine prochaine, on commence des semis et des repiquages. La gestion des cultures, donc ça c'est tout ce qui est... C'est plus sophistiqué ça, mais c'est important de l'intégrer. Les actions pour la biodiversité. On voit bien aujourd'hui, on développe notamment, nous on a aussi une petite activité pour les potagers chez les particuliers. Et de plus en plus, on demande toujours, mais pourquoi vous voulez un potager? Et quand il y a des enfants, on veut apprendre à nos enfants à vivre avec la nature et à comprendre comment ça marche. Et quand il n'y a pas d'enfants, il y a l'idée d'évoluer dans son comportement de vie, dans son comportement de consommation. Et ça, c'est assez intéressant, puisque chaque particulier a une localisation, donc son propre écosystème. Donc, ça permet des échanges, et les personnes chez nous qui font les entretiens, leur motivation, bien sûr, c'est de travailler la terre et de vivre avec la nature, mais c'est aussi d'échanger, de transmettre, d'apprendre, sans être un sachant prétentieux, mais d'être complice et de faire plaisir. Puisqu'avant tout, c'est le mot que je n'ai pas encore utilisé, mais que je finis toujours par utiliser un moment ou un autre, le potager, c'est quand même se faire plaisir aussi. Il y a des petites contraintes, notamment quand les intempéries perturbent le plan de culture que vous aviez imaginé, mais ça doit rester du plaisir. Et puis, par le potager, c'est pour moi la première clé pour réapprendre un peu à vivre avec la nature. Aujourd'hui, je fais une toute petite parenthèse, moi je bataille dans mon univers plus privé, mais je commence à élargir à mon univers plus professionnel, de ne pas tondre systématiquement dès qu'il fait beau en février ou en mars, parce que, alors on me demande pourquoi, parce qu'on enlève toute la nourriture des abeilles, qui elles-mêmes, quand les premières chaleurs du mois de février, elles sortent, et c'est compliqué pour elles parfois de rentrer, si jamais il y a un coup de froid derrière, et puis ça maintient la diversité, etc., etc. Donc voilà, à travers le potager, pour moi, il faut y voir la clé d'entrée à une meilleure intégration et de partage avec la nature sur notre terre. La gestion de l'eau, ça c'est quelque chose que nous on utilise beaucoup, à titre d'exemple, sont les œillasses. En fait, ce qui est assez intéressant avec cette technique, c'est que vous insérez cette poterie dans la terre, et par le principe de la porosité, la terre va consommer l'eau dont elle a besoin. C'est assez peu coûteux, et c'est beaucoup plus économe, tant du point de vue du volume d'eau, donc pas de gaspillage, que des réels besoins de la terre. Puisque quand vous arrosez vous-même, vous avez un arrosage automatique. Quand il y a une drache, un puits d'orage, si vous n'êtes pas là pour arrêter l'arrosage automatique, il y a trop d'eau qui est gaspillée bêtement, et qui peut éventuellement affecter la vie de vos plantations. Aménager un potager pour revivre avec la nature, c'est ça évidemment le grand sens de mon propos. Mais ça, c'est une slide un peu synthèse pour moi. J'aime beaucoup dire
quand je fais des mini-conférences dans les entreprises, par exemple, à l'heure du déjeuner, ou un potager pour rentrer en relation avec la nature. C'est-à-dire que moi, je dis toujours que vivre avec la nature, c'est d'abord, avant tout, l'observer. Celle ou celui qui ne voit pas la nature, c'est-à-dire qui marche dans un parc, mais qui est sur son smartphone ou qui pense à je ne sais quoi, ne, euh, ne prend pas conscience de la vie avec la nature. Et donc, le potager, parce qu'on a semé ses radis, parce qu'on a mis ses tomates, on va quand même aller les voir pour voir si ça va pousser. Donc, c'est pour moi extrêmement pédagogique, que ce soit dans une entreprise ou ailleurs. Et puis, c'est qu'un exercice physique, on se libère la tête, on rencontre, on partage en famille, avec des amis, avec des collègues, avec les habitants de sa propre rue. On apprend et tout ça, ça conduit à une alimentation un peu plus saine, puisque aller chercher ces herbes aromatiques ou ces poireaux, euh, quand ils sont prêts à être cueillis et les mettre dans votre assiette, on est là dans une démarche de consommation locale, etc., etc. Je ne vais pas aller au-delà de ces propos. Donc c'est vraiment très complet de mettre en place un potager. Et donc si vous devez convaincre votre supérieur hiérarchique ou la direction de l'entreprise, il faut dépasser la notion de potager. Ben là, on va faire un carré de 20 mètres carrés, et puis si vous voulez, faites, amusez-vous à mettre des tomates. Non, un potager, ça a du sens. Un potager, ça doit s'inscrire dans un projet. Un potager, ça doit être partagé, et ça génère tous ces nombreux bénéfices. A priori, les Oyas ne facilitent-elles pas la prolifération des moustiques? Les Oyas, ils sont dans la terre et il y a un couvercle au-dessus. Donc il n'y a pas de contact et d'humidité au-dessus. Donc pour le moment, dans toutes les expériences qu'on a eues, on n'a jamais vu ou on ne nous a jamais remonté que les moustiques qui aiment. Parce qu'il n'y a pas d'eau stagnante visible et accessible, hein, puisque c'est fermé par le haut. Enfin, et en synthèse, et puis n'hésitez pas à m'interpeller, aujourd'hui, comme vous le savez tous, on a le lien entre la nature et l'homme s'est distendu ces 50 dernières années, pour plein de bonnes, mauvaises raisons, mais c'est une réalité. Les générations plus jeunes, mais même déjà les trentenaires, ne sont plus en contact avec la nature, n'ont pas l'opportunité, n'ont pas l'occasion, n'ont pas d'expérience. Donc, c'est important d'avoir un projet, de créer un projet végétal et aujourd'hui un potager. Un potager, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange, à l'heure où il y a beaucoup d'individualisme et d'isolement des uns et des autres. Eh bien, aller dans sa ville, participer à la vie du potager ou participer dans l'entreprise, c'est une manière de rencontrer des gens, c'est une manière de travailler, de partager sur un autre registre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, on essaie de donner du sens. C'est-à-dire qu'au-delà du potager, je prends un exemple, souvent les villes, elles plantent des arbres parce que ça fait joli, ou elles mettent des petits massifs. Aujourd'hui, elles s'interrogent, alors pas toutes encore, elles s'interrogent sur, ben, on va créer un îlot fraîcheur pour permettre aux habitants de telle place de venir profiter d'un peu de fraîcheur quand il fait 40 degrés à l'ombre. Donc on donne du sens. On, on essaye les villes, elles commencent de plus en plus à créer des systèmes d'arrosage beaucoup plus respectueux de la récupération des eaux de pluie que du profil des espaces verts qui, avec son tuyau, vient, vient arroser sans limite. C'est aussi un très bon levier pour réinsérer des personnes en marge de société. Je ne pense pas aux personnes handicapées, mais aussi, ça peut les aider à vivre avec. Et puis, ça donne du sens. Là, on va même au-delà, on pourrait appeler ça de l'agriculture urbaine, qui aujourd'hui se développe
de plus en plus. Alors, votre question est très intéressante. Faites-vous des études de sol? Alors, grosso modo, sur Paris et sa première couronne ou sa deuxième couronne, tous les sols sont pollués. Donc, à la limite, je vous dirais, ça ne sert à rien de faire des études parce que ça coûte quand même de l'argent. Mais il faut faire hors sol. C'est-à-dire qu'il faut faire ça une culture en bac. Ou si on ne peut pas faire de bac, il faut en tout cas isoler avec du géotextile, avec du polypropylène, la surface sur laquelle vous allez cultiver. Après, si vous êtes un particulier dans votre maison, ça vous regarde. En revanche, évidemment, une entreprise ou une mairie pourrait avoir une responsabilité. À ma connaissance, et je fais attention à ce que je dis, sauf des cas très particuliers, il y aurait extrêmement de métaux lourds, il y a une proximité par rapport notamment à des zones routières, c'est zéro danger. Hier soir, on parlait justement de ça avec la mairie là, dans les Yvelines, où il y avait un élu qui disait que même si on faisait manger de la terre polluée à un enfant, il lui arriverait rien. C'est-à-dire qu'on est quand même sauf des cas très particuliers liés à des pots d'hydrocarbures ou des choses comme ça, mais dans une zone normale. En revanche, si on intervient pour une mairie qui veut faire de la pleine terre, on leur dit qu'il faut faire une analyse de sol préalable pour voir comment on s'organise. Le problème, c'est quand on rentre dans ce cercle d'analyse, on rentre dans un cycle de précaution qui aujourd'hui est exponentiel dans nos démarches du XXIe siècle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve des polluants, sachant que ça coûte très cher à dépolluer, hein. Vous avez à la fois le décaissement, et puis l'apport de nouvelles terres, et puis vous ne pouvez pas aujourd'hui, alors il y a toute une segmentation en fonction des polluants, vous ne pouvez pas prendre de la terre polluée pour la mettre ailleurs, chez le voisin, ou dans une zone où par le vent ou la pluie, elle se dépolluerait toute seule, mais contaminerait le reste. Donc c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de réponse, mais en revanche, je pense quand même que... alors après, vous avez des entreprises qui ne font pas d'analyse de sol. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des cultures qui ne, et ça on le sait à l'avance, qui n'assimilent pas certains polluants. Donc c'est là où ça peut être intéressant de faire une analyse qui permet ensuite de voir le niveau de risque qui peut y avoir. C'est aussi pour ça que on fait quelquefois, quand on fait des buts, nous on recommande souvent des buts de permaculture, et entre la terre préexistante et la butte, on isole, ce qui est une sécurité enfin, parfaite, hein, puisque bien sûr qu'il y aura un moment sur les bords des mélanges, mais de toute façon on réimporte de la terre végétale propre. Mais c'est un vrai sujet, surtout en tout cas en Paris-Île-de-France. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour prolonger, me poser des questions complémentaires sur la manière de faire pour mettre en place un potager. Je dirais un point par rapport à celles et ceux qui sont en entreprise et qui aimeraient avoir un projet végétal. Moi, je dis toujours qu'il faut avant tout faire on va dire un sondage. Après, chaque entreprise a ses propres outils de communication interne, un sondage pour mesurer l'adhésion. C'est-à-dire que imposer à des collaboratrices ou des collaborateurs un potager,
le premier jour, tout le monde va être content. Et puis après, vous allez avoir un potager qui survit et qui ne sert pas à grand-chose. Et là, c'est bien dommage. Alors que si vous avez pris en compte les niveaux d'adhésion, les craintes qu'il peut y avoir, hein, vous avez souvent, euh, dans certaines entreprises, des craintes qui remontent sur les allergènes, sur le pollen, sur les insectes, sur plein d'autres choses que l'imaginaire humain a en tête. Et donc c'est bien avant tout de voir est-ce que ça intéresse, est-ce qu'ils veulent participer, quel usage ils veulent faire, est-ce que c'est un usage interne, est-ce que c'est un usage euh, partagé avec une école à proximité, les AT, il y a plein de manières de faire. Donc moi je pense toujours que l'étape numéro 1, c'est de savoir euh, ce que les collaboratrices et les collaborateurs veulent. Aujourd'hui, par exemple, là, pendant que je vous parle, j'ai 2 collaborateurs qui sont dans la ville du Mans pour à la fois entretenir le potager et faire un atelier. Et là, il y avait eu un vrai travail de l'entreprise qui a mesuré l'envie, qui a même fait des sondages pour savoir quel type de culture ils voulaient, ce qu'ils voulaient, comment ils voulaient y participer. Et moi, mes gars qui y vont, ils me disent toujours, on arrive, on a 10, symboliquement 10 personnes qui nous attendent avec leur gants, leur sécateur, pendant 45 minutes. Parce que voilà, on a répondu euh, enfin l'entreprise, parce que nous sommes des prestataires, mais l'entreprise a répondu à une attente, à une envie. Alors évidemment, si l'entreprise, ils sont 500 personnes, les 500 ne sont pas intéressés. Mais il y a un premier cercle. Et puis l'idée dans la durée, c'est que ce premier cercle, on l'élargisse à un deuxième cercle. C'est ça tout l'intérêt aussi d'un projet végétal, c'est de trouver. Alors, c'est pas de trouver des passionnés, parce que quand vous trouvez des passionnés, les passionnés ils restent entre eux et ils ont parfois du mal à bien transmettre ou à partager. Il faut trouver un équilibre entre des sachants quand même, c'est bien, et puis des gens qui sont euh, totalement incultivés, si je puis dire, en la matière, pour construire un projet végétal. Et je préconise aussi souvent de le faire par étapes. Là, je travaille sur un projet, une prospection, dans le 95. Là, c'est amusant parce que c'est une entreprise où le sol est bétonné, dans la logistique. Mais bon, il y a une envie. Et donc, on va paysager l'espace et on va commencer avec un nombre de bacs limité pour voir comment le lien, comment les interactions se font. Et puis, on agrandira l'espace ou on ne l'agrandira pas selon l'analyse qui sera faite après cette première expérience potagère. Donc voilà, moi il y a 3 choses à retenir, c'est le potager, c'est pas simplement un bout de terre, d'une manière ou d'une autre, dans lequel on plante des choses et ça fait joli. Non, c'est un projet, ça a du sens. Ça permet un certain nombre de bénéfices sur notre santé au bureau, sur le lien social, etc., etc. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut prendre le pouls, sonder, de voir s'il y a une adhésion ou pas, et voir les, les interrogations qu'il peut y avoir, et puis procéder par étapes pour que le projet colle bien à la réalité de l'entreprise. Moi, je me souviens, on avait monté un potager il y a 3 ans à la Défense, sur une terrasse, et quand nous, on venait faire l'entretien, on cueillait des arbres aromatiques, des tomates, des fraises, on les posait sur la table, et les premières fois, personne ne les prenait. Et puis à force de discuter, de partager avec les uns et les autres, chaque fois qu'on posait sur la table, les gens venaient les chercher à l'heure du déjeuner. Et puis maintenant, c'est pas nous qui cueillons, c'est eux. Voilà, mais il a fallu 3 ans, presque 2 ans, je caricature un petit peu, pour que voilà, vivre avec. Et quand on vit dans une tour à la défense, dans ces espaces confinés, complètement hors sol par rapport à la vie naturelle, il faut parfois un temps d'adaptation. C'est ça tout l'enjeu de notre accompagnement. Et j'espère que dorénavant, vous serez des bons ambassadeurs
de vos prochains potagers dans vos espaces de vie et de travail. Une dernière question, il est 9h45, donc j'aime bien rester dans le timing, mais je réponds bien volontiers à vos questions, à vos interrogations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez aller plus loin sur un sujet, si je peux vous aider, ou tout simplement répondre à vos questions. Je l'enverrai à celles et ceux qui m'ont demandé la présentation. Vous voyez un petit logo Rubus. Rubus est une marque de Corporate Garden, donc c'est la même chose que Corporate Garden, et qui est plus dédiée sur le potager, justement. Que ce soit des particuliers, des entreprises, des villes et des cliniques. Voilà, passez une très belle journée. S'il n'y a pas d'autres questions, je vérifie quand même. Passez une très belle journée. Merci. Il fait beau, profitez-en. Et puis celles et ceux qui ont déjà un potager, profitez-en bien, parce qu'aujourd'hui, avec les pluies d'orage et le soleil, ça va se développer magnifiquement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous pour le moindre sujet et passez une bonne journée. Au revoir.